Salut! Pour tous ceux qui trouvent que les vidéos sont trop longues et qui vivent la fast life, on publie les meilleurs moments de l'émission sur l'Instagram d'Underscore. Go follow! On va parler maintenant d'espionnage, de surveillance, de plein de sujets passionnants avec renseignements. Avec Olivier, parce que tout de suite, c'est l'interview finalement. C'est parti. Je le disais tout à l'heure, tu es un ancien espion de la DGSE, donc les services de renseignement français. Rien que ça. Tu as une chaîne YouTube, surtout que les gens vont connaître, Talks with a Spy, où tu racontes finalement les coulisses de ton ancien métier, où je pense que beaucoup d'entre nous ont découvert ce que c'était que le vrai métier d'espion finalement, et pas seulement ce qu'on voit dans les films. C'est un peu ça que tu as voulu faire aussi avec cette chaîne-là, c'est donner une version moins édulcorée. C'est ça, c'était le but, c'était de faire œuvre de pédagogie. Et ça me plaisait que le fait qu'il y ait un ancien espion vraiment, sans filtre, qui raconte des petites histoires d'espionnage, de contre-espionnage. Ouais. Je vais commencer par une question hyper basique, de chez Basique. Mais est-ce que Olivier Mas, c'est ton vrai nom ? Non. Simple. Non, c'est ma dernière ligne de défense. Maintenant on voit mon visage, mais je n'ai pas encore mon vrai nom. J'espère le protéger. Ça va durer le plus longtemps possible. Alors, il faut expliquer quelque chose, c'est que nous, avant l'émission, on pensait encore que tu n'apparaissais pas en fait à visage découvert. Ouais. Et du coup, on s'est mis à essayer de réfléchir à des solutions, parce que comme tu vois, c'est un peu artisanal. Comment avec les lumières, ou alors faire un flou qui te suive. Ça a été réglé en un mail. Ça a été réglé ah bah non, j'apparais maintenant. Ouais, maintenant, c'est plus simple. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce changement ? J'étais pas contre dans le principe au départ, mais en tout cas, j'avais pas envie de le faire tout de suite. Je ne pouvais pas passer d'un coup de l'ombre à la lumière. C'était trop violent. Donc, voilà. C'était pour toi aussi, en fait. Parce que personnellement, ça te faisait un peu bizarre qu'il y ait ton puis visage. Puis d'un coup d'apparaître, bonjour, je suis ancien espion de la DGSE, et à visage découvert, tout de suite là, et hop, je me balance sur YouTube avec des milliers de vues. Non, ça le faisait pas. Oui. C'est-à-dire que nous, on est programmés depuis très, très tôt à apparaître comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, la transition doit être bizarre. Quoi. Non, c'était bizarre. Donc là, au bout de 3 ans, j'étais prêt, quoi. Quand l'équipe a su que tu venais ici, on allait récolter quelques questions. Vraiment, on a fait toute notre équipe. Et donc, on va commencer avec une question très précise de Léo, qui est la personne qui est en train de réaliser l'émission, avec Gabin, en copilote. Est-ce que vous avez déjà eu, tu as eu un impact sur une grande population de par une de tes actions ? Exemple, tout Paris est menacé, personne n'est au courant, et par une mission à la DGSE, tu fais en sorte que ça n'arrive pas. Il y a ce côté où potentiellement tu as sauvé des millions de gens, mais personne n'est au courant et personne ne sera jamais au courant. Alors là, c'est un exemple caricatural, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Et que tu pourras du coup, a priori, jamais raconter. Sauf si tu peux. Ça me fait rien. Alors après, la DGSE, elle a arrêté quelques attentats. Donc moi, ça m'est pas arrivé. Les attentats du 13 novembre, il y a eu ensuite Abdel Salam qui a été arrêté avant qu'il refasse un autre attentat. Et donc, il y aurait eu un surattentat qui a été celui-là au moins, il a été arrêté, quoi. Donc là, à un moment, ceux qui ont travaillé à ça, ils peuvent se dire, tiens, mais ça s'est su du coup, mais encore que on ne sait pas forcément si c'était la DGSE, si c'était une coopération. On n'a pas forcément tous les détails. On ne sait pas quel est l'agent qui a tout d'un coup fait parler une ligne téléphonique qui était sous écoute et qui a permis le renseignement. Donc ça restera secret, Mais voilà. Donc moi personnellement, j'ai pas vécu j'ai pas sauvé des millions de vies et personne ne le sait. Mais je pense qu'il y a le côté un peu Batman où c'est ça. C'est pas forcément très réaliste. Mais après, il retourne dans la vie finalement et personne ne le sait. Oui. Mais je comprends en tout cas la question. Est-ce que un espion a un ego dans la mesure où il est même pas censé exister? Est-ce que l'ego, c'est une question d'un auditeur ou c'est la tienne, ça? C'est une question de moi. Mais très bonne question, parce que l'ego, c'est une catastrophe. Tout le monde a un ego, évidemment. Mais le but de l'espion, c'est de travailler l'ego de sa cible pour recruter.
Mais nous-mêmes, on a un ego, alors on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus faible possible, parce qu'on peut, un service local ou un service étranger peut essayer de l'utiliser, ton ego, pour te dire, mais tu n'es pas considéré à ta juste valeur, tu devrais être directeur général ou directeur du renseignement, tu devrais, avec les qualités que tu as, oui, donc viens travailler avec nous. C'est un danger, en fait. C'est un danger. Alors, c'est une arme pour recruter, et puis c'est un danger. Et aussi, on peut être aveuglé par sa source, c'est une manipulation, et donc il faut garder son libre arbitre. Et si c'est l'ego qui parle trop, on dit tiens, mais moi ma source, elle est formidable, elle est forcément formidable parce que je l'ai recrutée, elle me donne forcément de l'or en barre, du renseignement magnifique. Et là c'est l'ego qui parle, et donc on perd son jugement. Très, très dangereux, l'ego. Mais est-ce que du coup, potentiellement, le métier en lui-même qui fait qu'il y a très peu, on peut parler de ce qu'on fait à très peu de gens, il y a pas forcément énormément de reconnaissance. Ouais. Est-ce que ça peut pas faire un effet justement d'étouffer en fait justement Oui, ça aide, bien sûr. Et on peut pas faire générer le malin. Des problèmes d'ego. Ouais. Pour les repas de famille, on va pas commencer à dire à côté là, je vous raconter une bonne. Moi, ce que j'ai fait au mois de novembre dernier. Est-ce que du coup, au contraire, ça peut étouffer ce truc-là et à un moment entre guillemets, ça explose parce que c'est peut-être un risque, mais en fait, on connaît la valeur des gens à l'intérieur du service. Et donc, cette satisfaction de l'ego, elle se fait en interne. Quoi. Et donc, on sait, tiens, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Lui, il est fort, lui, il est bon. Ça se fait, ça. Et donc, du coup, oui, c'est sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail, entre nous. On sait ceux qui sont en pointe, ceux qui marchent bien, ceux qui sont forts, ceux qui sont bons, voilà. Ceux qui recrutent bien. Donc, voilà, ça, notre ego se satisfait là-dessus. Ça se fait pas à la famille. En dehors des murs de Bouvard-Mortier, personne ne nous connaît. On prend le métro d'une manière complètement anonyme. On rejoint nos villas de banlieue, pour ceux qui sont en banlieue. Et voilà. Mais à l'intérieur, on redevient des petits héros peut-être. Et alors, toi, tu as une nouvelle vie maintenant, youtubeur, conférencier. Est-ce que du coup, c'est pas pour avoir une nouvelle reconnaissance, mais est-ce que ce changement-là, il peut être agréable quand même ? Du fait que maintenant, tu peux un peu expliquer aux gens certaines missions que tu as fait. Oui, il y a une vertu un peu thérapeutique. Ouais. Ça, enfin, je peux enfin raconter. Enfin, c'est la sortie de rôle, quoi. Il paraît qu'il y avait des médecins qui ont étudié ça, les gens qui ont travaillé sous légende longtemps. C'est encore plus dur de travailler sous légende pendant 15 ans. J'ai pas fait que de la légende, moi. Et donc, tout d'un coup, toujours surveiller ce qu'on dit. On est un autre. Attention, pas de gaffe. Je me trompe pas de nom. Et donc, quand on sort de sa légende, il paraît qu'il y a des gens qui parlent. Alors moi, il y a peut-être un peu cette satisfaction de pouvoir exprimer un certain nombre de choses que je n'ai pas pu exprimer avant et faire œuvre de pédagogie. Oui, ça fait du bien. Je vois mon frère, par exemple, m'a dit tiens, enfin, je sais qui tu es. Et ça m'avait surpris parce que mon frère, je lui ai quand même parlé un peu. Il savait que j'étais à la DGSE, mais cette liberté de ton un peu plus étendue qu'avant, il l'a senti très fort. C'est dingue. Alors que ton frère. Oui, c'est ça. Toute une audience fait sa découverte, mais ton frère aussi. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mon frère aussi. Mes enfants aussi. Parce que justement, sur le secret en lui-même, j'ai toujours été curieux de savoir qu'est-ce que exactement tu peux dire et tu ne peux pas dire à ta femme ou à tes enfants. Ils sont au courant de rien ou alors. Ouais, la leçon, enfin, la consigne, c'est de dire le moins possible. Bon. Et puis avec ça, il faut se débrouiller. Mais donc, il est malsain de cacher à son conjoint qu'on est à la DGSE. C'est ce que j'allais dire. Donc, s'il y en a qui font ça, ils sont mal barrés, c'est pas sain, ça sera difficile de faire une vie familiale épanouie, et un agent qui n'est pas épanoui, c'est un agent dangereux, quoi. Donc c'est autorisé. C'est autorisé, c'est conseillé. Mais ensuite, ça s'arrête là, quoi. Et donc, mais c'est surtout que c'est-à-dire qu'il on va pas parler de ces dossiers, surtout jamais. Mais c'est comme le secret du confessionnal ou pour les journalistes, on révèle jamais ses sources. Donc nous, jamais la source, c'est sacré, jamais son vrai nom. On parle pas de ses sources, on parle pas de sa mission, on parle pas de ses objectifs, on parle pas de ses déconvenus, de ses succès. Voilà. On commence pas à rentrer dans le jeu du question-réponse. Ah ouais. Mais... Voilà, parce que là, la famille elle va commencer à poser plein de questions. Elle en meurt d'envie. Sur la prise de décision et l'éthique de l'espion, on a une question de Thiel, donc il est développeur. D'ailleurs, il s'excuse parce que il m'a dit j'ai oublié de rebuild Gabin avant l'émission. Désolé à tout le monde. Bon, ben voilà, le chat, vous savez pourquoi Gabin ne fonctionne pas bien ce soir. Voilà, consolez-il parce qu'il va être des gros très déçu. Donc, sa question, c'est dans le film The Imitation Game, qui parle d'Enigma.
Ouais. Eh bien, il y a un moment où ils prennent une décision. C'est malgré le fait qu'ils savent que je crois que c'est un navire Ouais, je crois que c'est ça. est la cible d'une attaque, ils décident de ne pas leur révéler parce que ça compromettrait l'accès à leurs sources, qui est en fait le fait de pouvoir casser le code secret des Allemands. D'avoir accès à toutes les communications allemandes. Voilà, c'est ça. Donc techniquement, ils ont décidé de sciemment sacrifier le navire, en fait. Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu as déjà dû faire face à une situation un peu similaire de compromis, de sacrifice? Bah, en tout cas, ouais, c'est connu comme le dilemme de Coventry. C'est le bombardement à Coventry et qu'on a laissé faire le bombardement, où Churchill aurait laissé faire pour protéger Enigma. Alors paraît-il que c'était pas vrai. Alors peut-être que dans l'histoire, le film, le navire, c'est vrai. En tout cas, il y a un moment, c'est ça, où ça existe. C'est parfois on a une source qui est tellement extraordinaire qu'il faut absolument la protéger. Et si on révèle le renseignement qu'on a obtenu, on casse cette ouverture, quoi. Donc oui, c'est arrivé. Oui, je pense à un truc, mais je peux pas raconter. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est fort en live, c'est que vraiment, on voit que non, ça je peux pas. Je peux pas raconter. Ouais, non. Mais peut-être le côté abandonné sur une source, par exemple. Mais je vois par exemple, là j'ai lu un bouquin qui s'appelle Nine Lives, qui est une source qui est assez extraordinaire, une source du MI6 qui était vraiment infiltrée dans Al-Qaïda. Et elle était tellement bonne, et tellement, il s'est fait adouber par Ben Laden. Il était en tête à tête, Ben Laden. C'est une source extraordinaire. La DGSE n'a jamais eu. Il a failli travailler pour nous, mais en fait non, c'est lui qui a choisi. Un double agent du coup serait pu. Parce que lui, il est vraiment. Ah non, oui. MI6, du coup, ça aurait été presque un agent triple parce que bon, il travaillait pour Al-Qaïda, MI6 et DGSE, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il travaillait pour les MI6. Mais donc, le MI6, lui, à un moment, il travaillait en Afghanistan et puis il travaillait à Londres, dans le Londonistan. Et il y a pas mal de djihadistes, d'apprentis djihadistes qui venaient le voir et il ils repartaient ensuite et il les motivait et ils allaient ensuite en Afghanistan. Et le MI6 et MI5, qui est le service intérieur, choisissaient de ne pas arrêter ces types-là sur leur parcours du djihad vers l'Afghanistan, parce que sinon ils allaient griller la source. Donc c'est parfois des choix comme ça qui se font parce que le renseignement et la source est exceptionnel et qu'il ne faut surtout pas la griller. Et donc tant pis si on laisse passer des gens dans les mailles du filet. Ça ne vaut pas le coup. Ouais, le côté, mettons, même le fait d'abandonner une légende, par exemple, du jour au lendemain, ou peut-être, je sais pas moi, parfois tu as des amis sur place ou des choses comme ça, et en fait, tu peux te barrer comme ça. Est-ce que plus personne n'entend de nouvelles? Oui, alors c'est des choses difficiles. C'est pour ça que dans le bureau des légendes, il y a le personnage principal qui est amoureux, et donc lui, il dit à sa hiérarchie, non, c'est bon, j'ai tout coupé, mais il reste avec sa copine. Moi, j'avais quelqu'un avec qui j'appréciais énormément, qui était vraiment devenu un ami très cher. Et donc, j'ai dû couper les ponts. Alors, il faut pas le faire. Alors, du jour au lendemain, un petit peu. C'est-à-dire que j'avais laissé mon téléphone encore un peu actif. Je pouvais répondre à quelques messages pour pas que ça soit brutal, pour pas que ça soit louche. Et tu savais que tu le verrais plus jamais. Mais je savais que je le verrais plus jamais. Ouais. Et c'était là, j'irais bien le voir demain, prendre une bière. Voilà, mais non. Et est-ce que potentiellement cette personne, ça se trouve, elle peut te voir sur Internet aujourd'hui? Peut-être. Le service ne sera pas très content. C'est des vieilles histoires maintenant, parce que c'était au début de ma carrière. Je ne pense pas qu'ils regardent Twitch ou YouTube. Mais bon, c'est peut-être un petit risque. Ouais. Quel métier quand même, hein. C'est des sacrifices, non, mais ce sont des sacrifices aussi. Ouais. Et on s'en aperçoit pas trop quand on est dedans, parce que c'est passionnant. Alors après, il y a des moments où on s'ennuie, hein, mais comme tout métier, mais parfois, c'est passionnant. Et donc, du coup, il y a de l'adrénaline, on est toujours pris dans le mouvement. Et c'est quand on s'arrête qu'on se dit, tiens, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, d'une partie de ma vie, ma vie sociale, j'ai pas vraiment fait de nouveaux amis. Et c'est là, c'est en partant, c'est qu'on se dit, tiens, on a quand même fait des sacrifices. Ouais. Ça valait-il le coup? Oui, en me concernant, mais quand même. Mais quand même, il y a quelque chose. Quand même, ouais. J'ai l'impression que, alors, le renseignement, tu me dis si c'est faux, mais c'est souvent un peu divisé entre le renseignement humain et le renseignement un peu technique. Je suppose que toi, tu as plutôt été dans le renseignement humain. Quel lien tu avais avec la direction technique? Je sais que, mettons, si moi et Mathieu, on était dans l'espionnage, on serait plutôt chez eux. Non pas qu'on est des lâches, hein. mais typiquement, voilà, quel lien on aurait eu avec toi? Qui potentiellement est sur le terrain à une légende, etc. Toi, tu as un contact spécial avec de la technique, un peu comme dans le bureau des légendes? La force de la DGSE, c'est d'être un service intégré.
C'est-à-dire que dans chaque bureau d'analyste du renseignement, qui sont des renseignements humains, qui vont ensuite développer une carrière de renseignement humain, dans chaque bureau, il y a quelqu'un de la technique juste à côté, dans le bureau d'à côté. Et donc du coup, on récupère un renseignement humain avec un numéro de téléphone, et je me tourne vers mon collègue de la technique, je lui dis tiens, ce numéro de téléphone, il est particulièrement important et il va être actif pendant 15 jours, il faut nous le mettre en priorité 1, en interception. Et donc on se tourne, c'est même pas un coup de téléphone, c'est un collègue juste à côté. Et donc ça, c'est la force du renseignement intégré, à la différence de du système américain, où c'est deux agences différentes qui se font parfois des coups en douce ou de la concurrence, ou qui se disent pas forcément beaucoup tout. Donc NSA et CIA, voilà, c'est séparé. Et nous, la direction technique, bon, il y a une partie technique qui est à part, mais il y a aussi toute une partie des personnels de la direction technique qui sont insérés auprès des analystes. Et je pense que ça donne beaucoup d'efficacité. Mais rien que le fait d'avoir un numéro, juste de dire hey, tu peux me le mettre en numéro là sur l'interception. Je trouve ça, mais c'est vrai que ça va très, très vite. Et puis ensuite on a le résultat ça crée un phénomène de groupe et de dynamisme, parce que tout d'un coup on a le résultat de l'interception et le type de la technique, il voit le mec, l'humain de l'analyse qui commence à faire des bonds en disant c'est génial, c'est de la bombe. Alors le type il va chercher encore, il va gratter sur ce téléphone, il va voir les liens et il se dit mais bon sang, ça a l'air d'être super, donc je vais bosser encore plus là-dessus. Ouais. Et donc ça crée de l'efficacité. Et comment est-ce que tu discutes typiquement quand tu es sous légende, comment est-ce que tu as une discussion avec le service? Tu as un appareil spécifique, comment ça se passe? Ouais, alors c'est le plan de liaison forcément, donc alors ça c'est très secret, évidemment c'est le plan de liaison, donc mais bon, grosso modo forcément souvent l'espion sous légende qui travaille tout seul à l'extérieur de l'ambassade, qui n'est pas protégé, qui est dans une chambre d'hôtel qui peut être visitée par les services locaux. Donc il doit être léger, donc souvent il a un ordinateur portable, et puis dans son ordinateur portable, il va avoir une partition cachée. Et on espère que les services techniques ont bien travaillé et que cette partition ne va pas se faire contrôler. Et qu'il y a un contrôle de passage de frontières où les services locaux ont parfois un doute et commencent à prendre l'agent à part pour un contrôle de routine pointu et regarder son ordinateur. On espère que ça va tenir. Ce qui est marrant, c'est que les partitions cachées, c'est aussi les trucs utilisés par les cybercriminels, oui, bien sûr, dans les analyses forensiques, etc. Et en général, il y a une procédure pour essayer de vérifier s'il n'y a pas ce genre de technique. C'est fou. Quand on crée une légende, on se crée aussi un faux compte en banque, souvent. Et donc, c'est des techniques de mafieux. On pourrait... La DGSE développe des techniques de blanchiment d'argent. Si on était malhonnête, on a tout pour blanchir de l'argent. Parce que tout d'un coup, on a des identités qui se tiennent, des identités bancaires qui peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut être contrôlé. Il faut faire ça avec des gens sérieux, raisonnables, avec la conscience de l'État, la conscience de l'intérêt général. Sinon, on peut faire n'importe quoi parce que les techniques développées sont des techniques de truands. Nous, ici, on s'est découvert une nouvelle passion dans l'équipe, c'est le lockpicking. Très peu d'enthousiasme. Vous m'avez préalerté par mail. Oui. On t'a demandé, est-ce que, par hasard, tu sais crocheter des serrures? Ou alors, est-ce que tu en as simplement déjà entendu parler ou déjà assisté? Non, mais dans ma carrière de force spéciale, souvent on apprend aussi à ouvrir les voitures. Et ça, parfois, en opération, ça peut être... on a besoin de s'exfiltrer, partir, on a besoin d'un véhicule, hop, marrant. On peut crocheter. Quoi. Et tu fais ça comment, dans tes souvenirs? En fait, alors nous, on n'a pas eu le cours parce que le type ils avaient qu'un seul mec, c'était à Bayonne, et quand on a eu notre stage, le type n'était pas disponible. Donc j'ai pas eu... Mais il paraît qu'il y a des voitures, c'est fou, les fils, il y a casser le Neumann... il y a des voitures avant où c'était mécanique, on prenait un porte-manteau qu'on défait, on ouvre un peu la vitre et on arrive ensuite à crocheter, ouvrir. À enlever le ça c'était maintenant les techniques pour les voitures qui sont avec ouverture électrique, c'est quand même un peu plus compliqué. Quand même. On verra ça avec nos amis hackers. Nos amis hackers qui nous apprennent à moi, mon entraînement était assez basique et puis c'était dans les années 90 aussi. Et ben alors justement, on a ramené un petit kit de crochetage de serrure. Je sais pas si vous voyez, vous avez déjà vu ça. On va en parler potentiellement sur Micode Enquête bientôt, mais c'est notre nouvelle passion. On passe un temps fou à faire ça. Donc ce sont des petits modules comme ça de serrures factices finalement, mais qui sont transparents. Donc on voit les goupilles à l'intérieur. Donc il y a la serrure, il y a
ceci qui s'appelle un tenseur. Donc on le met comme ça au niveau en haut de la serrure et on applique une pression légère et constante. Je me sens comme un prof. Et ensuite avec certains outils comme ceci par exemple. Donc là c'est un vraqueur quoi. Ça permet d'aller astiquer. C'est très dur de pas faire de métaphores un peu douteuses, mais on va aller bouger toutes ces petites goupilles à l'intérieur jusqu'à ce que finalement avec la tension, jusqu'à ce qu'elles se bloquent pile au bon endroit. Est-ce que tu veux essayer? On te laisse essayer et après on fait c'est peut-être pas la plus simple celle-là. Si, ok. Si, je pense qu'elle est pas mal. Bah, je pense que c'est un peu vache parce que j'ai jamais été formé. Et puis en plus, je sais même pas ce que je dois ressentir. Ou alors, Mathieu, tu peux peut-être lui faire une petite démonstration. Attends. Non, je suis allé loin là déjà, non? Alors, si tu veux pas m'en passer un autre, je peux essayer. Serre-toi, Mathieu. Mets-toi bien. Mathieu, je propose que tu lui fasses une petite démonstration. Je sais pas si ça fait longtemps que j'ai pas fait ça au bureau. Il faut. Je veux bien que tu me passes il faut un petit peu capter le truc, mais je te promets que là, en quelques minutes, on peut au moins, pas forcément y arriver du premier coup. Quand ça s'ouvre, ça ouvre le truc là au milieu. Ouais, exactement, ça tourne. L'idée, c'est que le tenseur, tu le pousses un petit peu vers la droite, légèrement, t'appliques une pression constante, pas trop forte, mais dans le sens de direction finalement. Et là, tu vois qu'il y a un petit jeu. En réalité, il y a un petit jeu Oh là là, mais celui-là, il est simple. Oui. Mais tiens, essaie peut-être sur celui-là, il est plus simple. Non, mais faut et simplement... on peut pas couper parce que c'est du direct. Non, mais si, parce que t'inquiète pas. Là, en fait, tu le mets en haut. Ouais. Alors, passe-moi le. Par contre, je sais pas si on va bien voir sur les caméras. Non, hop là. Tu peux prendre celui-là. Voilà. Donc, tu exerces une petite pression et en fait, normalement, il est assez simple. Tu peux. Non, ne rajoute pas. Normalement, il est super simple. Non, en fait, après, on a vraiment passé une heure. On a des heures d'entraînement. Donc, c'est vraiment pas. En fait, tu fais des petites pressions sur les goupilles. Et normalement, tu vois les goupilles qui descendent et après, il a pas ses lunettes. J'ai pas mes lunettes. Oui. Je peux me remettre mes lunettes. Problème d'espion. Alors, tu peux y aller un peu bourrin. Ah ouais? Oh, ouais. Oh, de toute façon. Ça commence à m'énerver. Je pense qu'après l'émission, on va faire un atelier. Ouais. Non, c'est marrant. Si, c'est pas mal. Ah, il y a une pression dedans. Alors là, il y a un truc là. Non, j'étais mieux rentré dans l'autre. Hein. Mais il se passait rien. Normalement, tu sens en fait sous ton doigt. J'y arrive pas. On a énervé un espion. C'est une très mauvaise idée. Non, mais en vrai, je me suis posé la question, tu vois, si en fait, oui. C'est un truc qui peut être utile à mission, mais en vrai, j'avoue que quand il pense, c'est plus gadget que dans la vraie vie, une tronçonneuse, finalement. Est-ce que ça fait pas le café? Comme ton serrurier. Et est-ce qu'en vrai, un espion a besoin d'entrer dans des endroits où il n'est pas censé être? C'est pas vraiment le travail. Ça peut arriver. Alors après, on a le service action aussi. La GSE, c'est un service intégré, donc renseignement technique et humain. Et en plus, on a la chance d'avoir un service action avec des gens qui sont capables de faire passer des armes dans les aéroports, qui sont passés et qui peuvent faire des opérations dans des endroits dangereux. Et qui, eux, vont apprendre aussi, effectivement, à rentrer dans des zones fermées, à ouvrir des cadenas comme ça. Mais l'agent lui-même, dans son travail de recrutement de sources, de traitement de sources, j'ai jamais eu besoin de ça, quoi. Jamais eu besoin de ça. Bah écoute, plus humain, Mathieu, tout notre travail depuis une semaine pour Crochet des Serrures ne nous servira pas dans notre carrière d'espion. Si, peut-être au service action. Ouais, mais alors, bon, je ne vois pas trop au service action. Je sais Écoute, pas. On va aller à la muscu, on peut imaginer qu'on veuille rentrer dans un endroit avec des serrures et on veut le microter, mettre des caméras espions et c'est fermé à clé. Et donc, on n'a pas la clé, on n'a pas une source qui nous donne les clés. Et donc, il va falloir monter une opération avec quelqu'un qui sait ouvrir. Et parfois, ces opérations qui se font en plusieurs fois. Donc, il y a une personne qui va commencer à rentrer, qui va étudier la serrure, qui va prendre en photo la serrure, qui va peut-être mettre de la pâte à modeler pour pouvoir donner l'empreinte et la ramener. Et ensuite, on travaille en backup ou à l'extérieur pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir cette porte. Donc c'est des choses qui arrivent. Ça peut servir peut-être. Ça peut servir. Non, c'est bon, vous n'avez pas perdu votre temps.